Pourquoi pour ne pas parler de stérilité? La stérilité, d'abord, ça existe. Deuxièmement, ce qui s'est changé par rapport à certaines années, et notamment il y a 20 ou 30 ans, c'est que nos techniques et notre médecine a évolué. Donc beaucoup de femmes qui étaient stériles autrefois, c'était parce que nous étions assez incompétents et nous n'avions pas les connaissances pour les traiter. On peut dire qu'aujourd'hui, on traite 95 à 98% des stérilités. Et il y a un autre élément important qui a changé, c'est qu'on pensait beaucoup aux femmes lorsqu'on parlait de stérilité il y a encore de nombreuses années, et aujourd'hui on parle aussi beaucoup de l'infertilité, de la stérilité aussi masculine. Alors, autrefois, le problème des hommes se posait extrêmement rarement. C'était exceptionnel qu'un homme ait un problème. Il y en avait, bien sûr. Mais je veux dire que c'était dans la recherche la recherche du médecin, dans les examens que l'on faisait, un des derniers éléments. Aujourd'hui, on a 45%, en tout cas en France et en Europe, on a 45% des hommes qui ont une difficulté de fertilité. Des hommes jeunes, sportifs et en bonne santé. Alors, je n'ai pas dit qu'ils sont stériles, mais j'en dis qu'ils ont une difficulté et des problèmes de fécondité. Pourquoi? Parce que, à cause de l'alimentation, et en particulier à cause des pesticides qu'il y a maintenant, qu'on trouve énormément malheureusement dans tous les aliments, alors plus ou moins selon les pays, on a une diminution de la qualité des spermatozoïdes. Et on voit des jeunes donc en bonne santé qui ont un potentiel de vitalité et de qualité de spermatozoïdes qui est en baisse de 40 à 50%. Chez les hommes, c'est pas compliqué puisqu'on fait un spermogramme, on voit ce qui se passe, on a la définition immédiate et puis après on va traiter. Ça c'est facile, et chez les femmes, il y a énormément de causes de stérilité différentes. Elles sont très nombreuses. La stérilité peut être hormonale, parce que les ovaires ne marchent pas bien et qu'on est en insuffisance hormonale, ou bien parce que les œufs, les follicules, les œufs ne sont pas de bonne qualité, et donc ça dépend aussi de l'âge de la femme. Alors, la stérilité des hommes, l'infertilité, je parle bien de celle qui est liée aux pesticides, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi d'autres possibilités d'infertilité chez les hommes. Enfin, celle-là, c'est la plus importante, donc on va en parler. Il y a des médicaments, notamment les antioxydants, qui augmentent la qualité du sperme, mais en général, on a d'autres solutions. Par exemple, lorsqu'on trouve des varices dans les testicules des hommes, on appelle ça des varicocèles, qui donnent une mauvaise irrigation dans les testicules et des mauvais spermatozoïdes. Là, on peut traiter chirurgicalement. C'est comme une veine qui est dilatée dans une jambe, on bouche la veine et ça s'arrange. Ça, c'est une chose. Et enfin, en général, on squeeze, si vous voulez, tous ces problèmes parce qu'on a des techniques plus radicales et plus simples. On prend le sperme au laboratoire, qui est de mauvaise qualité, on le travaille au laboratoire, on l'enrichit avec des produits, on donne plus de vitalité, on fait un tri des spermatozoïdes, on donne plus de punch, on va dire comme ça, au sperme, on le récupère 1h30 après le laboratoire et on le réinsémine chez la femme, au moment de l'ovulation, bien sûr, qu'on aura provoqué. Donc on peut travailler le sperme en laboratoire et l'améliorer. Quand le sperme est trop mauvais et de trop mauvaise qualité, là on ne fait plus rien et on va directement à la écho, à la fécondation in vitro. Nous, en France, on a été les premiers à faire des échos, des fécondations in vitro. On a été les promoteurs, si j'ose dire, donc on a suffisamment de recul pour en parler. On a dit à un moment donné, et c'est vrai, et le bruit a couru, et on a cru pendant des années que les hyperstimulations des ovaires, c'est-à-dire ces traitements hormonaux assez forts, pouvaient donner des cancers de l'ovaire en particulier. Toutes les études actuelles, toutes les études concordent pour dire qu'il n'y a pas plus de cancers liés aux stimulations des échos. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut bien comprendre, pour parler de votre cas qui est très particulier, que si une patiente a une tendance importante, parce qu'elle a une hérédité très forte, si on peut même imaginer qu'elle avait quelques cellules cancéreuses avant de stimuler, pas détectées, évidemment, ça peut partir en flambée.
Donc, deuxième chose, avant de faire des échos, et surtout, ça dépend à quel âge. Parce que là, je parle de femmes de 40 ans, 42 ans. Une femme jeune, c'est pas un problème, plus jeune. Mais sinon, il faut bien évidemment faire un bilan général complet. Et s'il n'y a pas d'antécédents, si les mammographies sont bonnes, si les tests sont bons, il n'y a aucune raison, aujourd'hui on le dit tous à l'unanimité, c'est pas seulement mon avis, qu'il n'y a pas plus de cancer après stimulation que sans stimulation. Alors c'est une question purement technique et surtout sociale, parce qu'en France, tout est payé et remboursé par la sécurité sociale. Donc on considère qu'après 42 ans, on peut encore, mais jusqu'à 42, 43, on considère que le risque de réussite est tellement petit et tellement bas que ça ne vaut pas le coup de payer et de rembourser tout ça. Donc on donne des limites. Alors qu'est-ce que font les gens? Ils vont à l'étranger et ils le font aussi. Les femmes russes, d'abord elles sont belles, ensuite elles sont courageuses, ensuite elles travaillent beaucoup sans se plaindre, ensuite elles sont comme, j'ai envie de dire, toutes les femmes travailleuses et intelligentes, parce que les femmes sont très travailleuses et très intelligentes, et comme on dit chez nous, multifacettes, elles peuvent faire 10 choses en même temps, alors qu'un homme, il fait son travail et c'est tout. Et je crois que la caractéristique des Russes, dans mon esprit, si on devait trouver une comparaison, c'est qu'elles se plaignent jamais, elles travaillent, elles font ce qu'elles ont à faire. C'est dans une vie difficile, pas toujours facile. Qu'elles sont belles ou qu'elles sont pas belles, quelle importance, mais il y a beaucoup de femmes qui sont magnifiquement belles, mais ce n'est pas le critère essentiel. Pour moi, c'est leur culture, une culture importante, bien plus que les européennes et bien plus que les françaises, une culture générale, quel que soit le milieu social, et cette hargne et cette capacité à travailler avec beaucoup de courage. Voilà comment je définirais une femme russe aujourd'hui. Oui, j'ai un message à passer aux femmes russes et au corps médical russe surtout. Je veux dire qu'il faut arrêter les vieilles idées, il faut arrêter d'avoir peur, il faut s'ouvrir et voir ce qui se passe ailleurs, et notamment pour les traitements hormonaux et aussi pour les traitements en général. Pour la contraception aussi, on n'a pas parlé beaucoup de contraception. J'ai eu tout à l'heure encore une maman qui ne voulait pas que sa fille prenne la pilule parce que ça donne le cancer et parce que ça fait, elle m'a dit, ça fait exploser les veines des jambes. Donc il faut arrêter d'avoir tous ces vieux préjugés qu'on a dans la tête depuis des années et des siècles et regarder ce qui se passe autour. Les Françaises et les Allemandes, les Américaines sont toujours vivantes et pourtant elles prennent des traitements hormonaux, bien sûr sans excès, bien sûr bien ciblés, bien sûr personnalisés. Mais voilà, on donne la pilule depuis 40 ans et 50 ans en France. Et puis nous savons très bien s'il y a des risques, il n'y a pas de risque. C'est au médecin de bien savoir à qui il donne son traitement et de faire le tri et l'interrogatoire. Bien sûr, quand vous ajoutez un antibiotique parce que vous avez une angine, vous ajoutez quelque chose. Quand vous avez du diabète et que vous prenez un médicament, vous ajoutez quelque chose. Quand vous avez une hypertension et vous prenez tous les jours un médicament, vous ajoutez quelque chose. Alors pourquoi quand on ajoute une hormone, c'est plus dangereux que les autres ?